Salut tout le monde! Comme promis, nous partons pour le top film 2023 et je me suis dit qu'on allait commencer par parler des films qui sont exclus du top. Alors, exclus parce que je ne les ai pas vus, parce que j'ai pas autant apprécié que certains. Les goûts, les couleurs, ça se respecte. Et je vais commencer par les exclus en parlant d'abord de Barbie. Alors Barbie, c'est clairement un film que j'aurais pas mis dans mon top. C'est un film qui, dans sa première partie, se tient, ça assume l'univers, les décors, tout ça, mais dans la deuxième partie, je trouve que ça devient un peu n'importe quoi. Genre Ken avec le patriarcat, qui revient à Barbieland, qui arrive à inciter toutes les Barbies à devenir des débiles, et au final, la Barbie de base par Margot Robbie, elle accomplit rien en fait. Elle fait le voyage pour un truc, mais elle a rien fait réellement. Et je vais pas parler des Oscars donnés à ce film, notamment celui du meilleur second rôle féminin, sinon je vais être désagréable. Mais en tout cas, Barbie, même si j'aime beaucoup l'univers coloré, que certaines séquences m'ont fait rire, non, je ne pouvais pas le mettre dans mon top. Je mettrais aussi hors catégorie Evil Dead Rise. Parce que j'avoue qu'autant au début j'étais médisant quand j'ai entendu parler du projet, je me disais, oh putain, ça va être comme le remake de Fede Alvarez, ça va être nul, ça va m'emmerder, ça va être mal fait. Oui, parce que Fede Alvarez, je trouve qu'il est très mauvais en termes de mise en scène. Et au final, j'ai été surpris. Le film n'était pas d'une très grande qualité. Vouloir revenir à de l'horreur classique vraiment traumatisante à la sauce d'aujourd'hui bien sûr, c'est vraiment bien fait. En fait Evil Dead Rise, notamment avec le travail du son au cinéma, même si je sais que sur mon écran là ça fait pas la même chose, ça m'a vraiment marqué. J'étais obligé, si je pouvais, si c'était un top 15, je l'aurais mis, mais je me limite au top 10. Ensuite il y aurait aussi Mario Bros. Bon, Mario Bros, vous le savez, j'ai adoré l'animation, la mise en scène, je suis fan des jeux Mario, donc forcément oui, le film en termes d'adaptation de jeux vidéo, il est génial. Après, c'est quand même un film et un scénario aussi classique pour un film, ça me bloque un peu. Et c'est dommage parce qu'en vrai, animation, elle est magnifique, le doublage VF est de qualité. J'espère que s'il y a un 2, il y aura un doublage d'aussi bonne qualité. Mario, encore une fois, hein, comme pour Evil Dead Rise, ça aurait été un top 15, je l'aurais mis dans le top. Ensuite, on a The Whale. Alors The Whale, c'est pour une raison toute simple. L'émotion, j'ai entendu dire que c'était grandiose, qu'on était très touché. C'était pas mon cas. Enfin si, c'est mon cas, mais j'étais pas touché pour le personnage de Charlie. J'ai été touché par rapport à l'acteur Brendan Fraser, parce que oui, je me suis informé sur ce qui s'est passé, son histoire. J'ai été très inquiet de sa disparition parce que c'est un acteur que j'aimais beaucoup. Le voir revenir d'aussi loin, ça fait plaisir, mais quand je le vois dans cet état, c'est ça qui me fait mal au cœur, moi, dans ce film, qui m'apporte vraiment d'émotion, c'est de voir Brendan Fraser dans cet état. Mais c'est pas de voir Charlie qui vit sa vie. C'est quand même un peu touchant ce qu'il traverse. Mais j'ai été plus touché par l'acteur en lui-même, en connaissant son histoire, que par le personnage. Et enfin, le dernier exclu du top, les trois mousquetaires d'Artagnan. Vous l'avez vu avec ma critique, je pense, à l'époque, pour ceux qui me suivaient. J'avais beaucoup apprécié la première partie d'Artagnan. Non, vraiment, j'avais aimé. Je trouvais que ça renouait avec le genre de KPDP, mais dans un nouveau style. Il y avait un côté très blockbuster, et on sait que les blockbusters, maintenant, ça lasse pas mal de gens. Je suis d'accord. Mais honnêtement, les trois mousquetaires d'Artagnan, moi, je l'aime toujours. Bon, que démarrons le top 10 maintenant. En 10e position, un des seuls films de super-héros que je pouvais mettre, Les Gardiens de la Galaxie 3. Ce qui fait plaisir avec ce film-là, c'est que James Gunn a pu se lâcher. Il a pu mettre tout ce qu'il voulait sans avoir Marvel derrière, ou Disney plutôt, pour lui dire « Ah, on veut ci, on veut ça, cahier des charges, blablabla. Si c'est une réalisatrice, on va vendre sur le fait que si les gens ils aiment pas, c'est parce qu'ils sont misogynes ou je ne sais quoi. » Je vais pas revenir sur ce débat parce que pour moi c'est complètement faux. Je juge la qualité du film, réalisateur ou réalisatrice, ça ne change rien. Mais dans le cas de James Gunn, je crois que c'est le seul réal de Marvel qui peut faire ce qu'il veut. Parce que c'est ce qu'il a fait, hein. Histoire touchante pour Rocket, alors que des fois il fait le gamin qui veut jamais obéir aux ordres. Star-Lord qui a un meilleur développement et voire même une certaine conclusion. Bon, il y a toujours le problème de Drax avec ses blagues un peu pourries. Mantis qui est un peu cruche, mais bon, on l'aime comme ça, Mantis, hein, on peut pas s'en passer. Après, le point que j'ai trouvé le mieux géré, c'est par rapport à Gamora, parce que moi aussi je m'attendais au cliché, le vrai cliché prévisible de me dire oh allez, Star-Lord il va gagner, ça va se passer comme ça. Et en fait, non. Et je trouve ça génial. Les Gardiens de la Galaxie 3 devaient être dans le top 10. Déjà qu'on a très peu de bons films de super-héros cette année, fallait au moins que j'en mette un minimum. En numéro 9, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Alors oui, ce film est... Comment ça c'est de la triche ? Comment ça j'ai pas le droit de le mettre parce que c'est un film de 2002 à la base? Oui, vous avez un peu raison. Mais d'un autre côté, je me sentais obligé de le mettre parce que... Est-ce qu'on a vraiment eu une comédie aussi drôle cette année? Bon, peut-être le livre des solutions, mais je l'ai pas vu, donc je ne dirai pas. Moi, j'ai pas vu de comédie réellement super drôle cette année. Et revoir ce film-là au cinéma, sachant que la séance était vraiment blindée, il y avait plus de place dans la salle, je suis désolé, mais c'était un vrai kiff. Donc oui, c'est de la triche. Mais vous savez quoi? J'assume cette triche. Parce que quitte à défendre une excellente comédie de cette année, je choisis celle-là. Et puis même sans ça, Mission Cléopâtre, ça reste un film indémodable pour moi. C'est toujours le plus drôle des films Astérix en live. Donc voilà, hein. Numéro 8, le seul film d'horreur que j'ai réussi à mettre dans cette liste, Vermine. Vermine, j'en ai parlé, c'était même un de mes derniers avis avant de partir en pause indéterminée. J'avais été
traumatisé. Déjà, j'aime pas les araignées à la base. Bon, les petites araignées, je m'en fous. Hein. Moi, c'est vraiment les grosses, genre les migales. J'ai horreur de ça. Mais faut savoir que Vermine, quand j'ai vu le concept, déjà rien que la bande-annonce, j'étais pas bien. Après, j'ai vu l'excellente moyenne. Je me suis dit, bon, faut quand même que j'aille le voir. Ok, j'aime pas les araignées géantes, mais allons le voir. Et purée, j'ai jamais vu un film d'horreur aussi bien fait avec des araignées. Mais j'assume, Vermine, oui, c'est probablement le meilleur film d'horreur de cette année. Oui, mon flop va avoir pas mal de films d'horreur, je pense. Mais ça sera pour une autre fois. En tout cas, Vermine, très bon film d'horreur, mais pas pour les arachnophobes. Numéro 7, le château solitaire derrière le miroir. Je m'attendais à rien au début, j'ai vu la bande-annonce sortir de nulle part, je me suis dit... Cool, un film d'animation japonais, ça peut être sympa. Je l'ai vu au ciné. En plus, j'ai eu du bol, c'était la dernière séance, j'étais tout seul. Je pense que ce qui marche le mieux dans ce film, c'est sa thématique. Parce que ça parle vraiment du harcèlement scolaire, même du harcèlement tout court. Tu vois quelqu'un de renfermé qui n'ose plus sortir, qui n'ose plus rien faire. Et en fait, ce château, c'est vraiment une chance pour elle de renouer un peu avec le monde, ses liens. Alors bien sûr, il y aura toujours les idiots pour faire en sorte que tu te fasses harceler, quoi que ce soit. Ça, malheureusement, l'éducation nationale, on le sait, ça changera rien. Mais pour autant, ce film touche une thématique très profonde et très intéressante. Surtout qu'il n'y a pas que la protagoniste qui est attachante. Tous les persos, t'apprends à les connaître et ils deviennent attachants au fur et à mesure. Bon, il y en a peut-être certains dont tu t'attaches moins que d'autres. Mais dans l'ensemble, je peux pas nier que je me suis attaché à tous les personnages. Même la fameuse louve, j'aime bien. Cette petite fille avec un masque de loup, tu ne sais pas qui c'est, elle les attire pour des bonnes raisons. Et quand tu connais les motivations, bah... Vraiment, regardez ce film si vous l'avez pas fait. D'ailleurs, je crois qu'il sort bientôt en Blu-ray. Donc, si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le. Numéro 6, vous savez que à une période, il fallait choisir entre Barbie et Oppenheimer. Et si le box-office a choisi Barbie, moi j'ai choisi Oppenheimer. Oppenheimer, pour moi, c'était un biopic magnifique. J'ai vraiment adoré, j'ai pas décroché, et pourtant il fait 3h25, hein. C'est énorme comme durée. Mais j'ai pas du tout décroché, j'ai été investi du début à la fin, plus dans la dernière partie. Et Robert Downey Jr. et Cillian Murphy, ils sont excellent dans leur rôle, mais vraiment, c'est génial. Ça prouve aussi que Robert Downey Jr. c'est un bon acteur. Y a pas qu'Iron Man. Je vous invite à regarder Sherlock Holmes aussi, je trouve qu'il fait un très bon Sherlock Holmes en termes de jeu d'acteur. En tout cas, Oppenheimer, oui c'est très long, oui c'est parfois un peu compliqué à suivre, et encore c'est parce que c'est long, mais purée qu'est-ce que c'est bien. Surtout que ça sort après Tenet. Tenet, je rappelle que pour beaucoup, c'était un peu une déception, pour des raisons compréhensibles. Numéro 5, eh ben, on va rester dans un des meilleurs films de l'année, notamment un qui a été le plus apprécié, Babylone. Bon, Babylone, c'est pas un secret, hein, première critique de l'année 2023, j'avais vraiment adoré. J'aime bien cet aspect représentatif d'Hollywood, même quand il y a des délires bizarres. Que tu suives plusieurs personnages aussi un peu différents, un acteur ultra célèbre qui devient has-been, une actrice qui démarre à peine et qui devient ultra populaire à tel point qu'elle fait plein de conneries, un jeune serveur qui va devenir réalisateur. Il y a vraiment, je trouve, un aspect magnifique à voir dans Babylone. Bah après, bien sûr, faut entrer dedans. Si t'arrives pas à entrer dedans, et je peux comprendre qu'on trouve certaines séquences bizarres. Mais en même temps, vu que ça représente un peu Hollywood, je peux comprendre les choix. Après, j'ai pas trouvé que Damien Chazelle avait pris la grosse tête avec celui-là, donc je pense que c'est une question de point de vue, tout simplement. Mais Babylone, pour moi, oui, c'est clairement un des meilleurs films de l'année. En quatrième, on va reparler d'animation japonaise, et cette fois, on va parler de Suzume de Makoto Shinkai. Putain, le Blu-ray met du temps à arriver pour celui-là. Suzume, nouveau film de Makoto Shinkai, où à chaque fois qu'un nouveau film sort, beaucoup n'arrêtent pas de dire « Oh, ça vaut pas Your Name oh, 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 oh. » Je suis d'accord, Your Name est son meilleur film. Pas son plus sincère. Mais Suzume, c'est aussi un très beau film. Moi, franchement, déjà, j'ai du mal à le voir au ciné, parce que bon, la distribution, c'est pas encore ça partout, il y a du programme, mais c'est pas encore ça partout. Suzume, c'est une superbe histoire, une belle émotion, il y a de l'inattendu qui marche bien, l'animation est juste magnifique, mais vraiment. Et même certains aspects auxquels je m'attendais pas, du genre l'exorciste qui est changé en chaise, la chaise qui est vivante, qui la suit. Moi, je trouve ça trop drôle. En plus d'apporter un symbolisme très important sur cette chaise pour Suzume. Mais honnêtement, Suzume, dis pas qu'il arrive en Blu-ray parce que j'ai vraiment adoré. Numéro 3, bah on va rester dans l'animation japonaise avec Le Garçon et le Héron. Alors oui, je sais que certains ont dit que c'était du Sumi Miyazaki, que ça valait pas les anciens, blablabla, bla bla, je suis au courant. Encore une fois, cette liste est personnelle que je fais. Je comprends pourquoi c'est pas totalement apprécié. Je vais pas mentir, je l'ai moins retenu que d'autres films. Je l'ai moins retenu que Princesse Mononoke, qui est mon préféré, ou Le Vent se lève. Cependant, même si j'adore Miyazaki, j'ai compris la thématique du film. Là, le but, c'était aussi d'apporter un peu un héritage. C'était un peu une œuvre personnelle de sa vie. Surtout, je rappelle qu'il revient 10 ans après... c'était quoi le dernier ? Bah Le Vent se lève. Parce que moi je suis désolé mais je vois vraiment un message d'héritage, de symbolisme avec ces œuvres Ghibli
où il a été réalisateur, par rapport au fait qu'il cherche quelqu'un peut-être pour reprendre ses œuvres, continuer cet univers magnifique qu'il a fait. Puis on va pas se mentir, l'animation reste sublime, et l'univers en lui-même est très intéressant. En plus d'avoir un protagoniste qui doit apprendre à se détacher de sa mère morte, je peux pas nier que Le Garçon et le Héron, ça m'a fait quelque chose. Je suis d'accord que c'est pas le meilleur Miyazaki, mais pour moi c'est clairement un des meilleurs films de l'année. Et j'étais obligé de le mettre sur le podium parce que ça m'a vraiment touché. En numéro 2, je pense que celui-là ça va faire débat, mais comme je suis un très grand fan du réalisateur et que j'ai compris ce qu'il voulait faire avec ce film, bah c'est peut-être pour ça que je le mets deuxième. The Fablesman. Alors The Fablesman, vous connaissez, un peu sur la vie de Steven Spielberg, l'impact que le cinéma a eu et comment il voulait le partager. Je crois que c'est ça que j'ai vraiment adoré dans ce film. Je veux dire, ok, c'est pas au niveau de certains anciens qu'il a fait. Mais j'avoue que Fablesman, j'ai jamais compris les gens qui venaient me dire je suis déçu, parce que moi c'est ce à quoi je m'attendais. Une œuvre personnelle qui raconte l'impact du cinéma que ça a eu sur lui et ce qu'il voulait apporter aux autres, à tel point que ça change les gens. Je veux bien croire que c'est pas totalement réaliste dans ce qui s'est passé, notamment une situation particulière, mais vous pouvez pas me faire croire que Spielberg n'a pas voulu mettre de l'émotion dans son film. Je ne vous croirais pas. Après, comme on dit, chacun son point de vue. Je comprends pourquoi certains ne sont pas aussi touchés. L'impact du cinéma, tout ça, Spielberg pour moi a tenu sa promesse. Et mon film préféré de l'année 2023, je pense que mes proches s'en doutaient, surtout parce que déjà j'adorais le premier film. Mais cette première partie avec le 2, j'avoue que je suis vraiment hypé pour la suite, en espérant que ça sorte cette année en 2024. Across the Spider-Verse. Alors déjà, un petit message, tous ceux qui viennent me dire que ce Spider-Man c'est pour faire du wokisme, voilà, je n'aime pas faire ça en général, mais là je vous le dis clairement, parce qu'il y a le wokisme problématique et le wokisme qui n'est pas forcément un problème mais que vous faites en tant que problème. Mais c'est pas le débat. Ce film, c'est un régal pour tous les fans de Spider-Man, pour le Spider-Verse, pour les fans de Spider-Man 2099 avec Miguel O'Hara, de Miles Morales, de la relation Gwen-Miles qui est très bien développée, même Gwen Stacy qui a un excellent développement par rapport au premier film. On n'en est qu'à la première partie avec celui-là, mais j'ai jamais eu autant de hype pour une deuxième partie. Mais vraiment, hein, parce que bon, si, il y a eu Harry Potter et les reliques de la mort. Mais la différence, c'est que moi j'avais vu le DVD de la première partie, et après je suis allé voir la deuxième partie au cinéma. Alors vous imaginez comment je suis hypé pour la partie 2, évidemment. Et franchement, je suis désolé, l'animation est claque, la mise en scène est géniale, les moments d'action sont énormes. S'il y a un film de super-héros sur lequel les gens devraient s'inspirer, c'est celui-là. Mais après, comme je l'ai dit, cette liste est personnelle, n'en faites pas une généralité. Ce n'est que mon avis. Voilà, c'était mon top 10 des films de l'année 2023. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à partager votre top. Tiens, parce que si ça fait découvrir des films que je pourrais regarder. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!